Bonjour à tous. La révolution digitale permet et oblige à être de plus en plus flexible. On entre dans l'âge de l'agilité. Bienvenue dans les nouveaux décideurs, en compagnie de Philippe Bailly, fondateur et président de NPA Conseil. Bonjour Philippe. Bonjour. Benjamin Grange, qui est le directeur général délégué du groupe Aegis, Dentsu Aegis Network en France, j'y arrive. Bonjour Thomas. Bonjour Benjamin. Et puis, on a le plaisir d'accueillir David Layani. Bonjour David, Bonjour fondateur et président de OnePoint. On commence tout de suite avec une séquence Rewind. Ce qu'il ne fallait pas rater ces dernières semaines. Benjamin, vous nous avez apporté un classement d'entreprises qui recrutent. Oui, alors cette semaine, moi je voulais revenir sur la dernière étude French Web qui est sortie en mars 2016 et qui finalement identifie le top 100 des entreprises qui recrutent dans le numérique. Alors on va le voir probablement à l'écran. Alors là où cette étude est intéressante, c'est pas tant pour tous les jeunes diplômés, même si évidemment ils sont intéressés par trouver des entreprises qui recrutent, mais c'est surtout parce que si on veut accélérer la transformation des grandes entreprises, il faut avoir une masse critique de collaborateurs qui viennent du numérique et on estime cette masse critique à environ 10%. Alors ça, ce sont les recrutements uniquement numériques ou ça va au-delà parce que... Alors ce sont bien les recrutements uniquement numériques et alors quand on regarde, là vous avez le top 10 à l'écran, mais quand on regarde le top 100, on s'aperçoit que dans les entreprises dites de l'économie plus classique, on n'en trouve que 2 dans le top 10 que sont SNCF et TF1. Et ça souligne la manière dont, même s'ils n'ont pas l'image d'entreprise très digitale, eh bien, dont ils font, c'est la manière dont ils font la révolution de l'intérieur. David, vous n'êtes pas dans ce classement ? Nous devrions y être. Vous recrutez combien de personnes ? Je vois, on recrute près de 500 personnes dans les 18 prochains mois. Ah oui. Et tout le secteur de notre industrie, celle du conseil et des services numériques, est porteur de ces nouvelles embauches. Après, on voit des disparités souvent entre l'offre et la demande et le besoin non seulement de créer des nouveaux talents, mais aussi de transformer à travers les formations appropriées. Et on espère aussi que tout le système porté par notre éducation pourra nous aider à fournir ce type de talent et de besoins. Alors, ce que cette étude dit aussi, et qui est un enseignement intéressant, c'est que 30% des recrutements des talents digitaux vient de l'édition de logiciels, 16% du e-commerce, 13% de la communication. Donc on voit dans quelle mesure finalement le secteur que vous préemptez, sur lequel vous êtes un des leaders, eh bien, évidemment, est consommateur de ces talents digitaux. Mais j'imagine que l'étude s'intéressait peut-être pas aux pure players, c'est-à-dire aux acteurs comme vous, les Capgemini, les Atos qui doivent recruter forcément. Je ne connais pas l'étude. Ce qui est certain, c'est que notre industrie est à l'interstice de tous les grands métiers de demain, la performance aux entreprises, l'environnement, la technologie, la relation client, et qu'elle est nécessairement consommatrice de tous ces talents, Donc plus de 500 dont les autres industries ont aussi besoin. Parce que pour faire le lien avec ceux qui accompagnent et qui aident à la transformation, il faut aussi des talents en interne. Plus de 500 embauches, on retient le chiffre. Philippe, vous voulez nous parler d'une nouvelle émission de téléachat. Oui, c'est mon côté girly. C'est la semaine dernière, Amazon qui a lancé un magazine de mode quotidien, Ouais. tous les jours à 21h, c'est en direct. C'est rare. On voit des images d'ailleurs qui quasiment s'affichent. Ça s'appelle inédit. Style Code. Voilà, exactement. Ah oui, ça a l'air sympa. Hein. 3 animateurs qui vous présentent les tendances du moment. Et Un puis peu comme surtout, nous, hein, en fait. un petit peu. Et puis surtout la possibilité qui est offerte à ceux qui regardent l'émission de commander en direct sur Amazon les articles qui sont présentés. Donc par rapport à la vieille télé qui se nourrissait de publicité, à la fois une offensive décidément des GAFA. Cette semaine, on a vu aussi Yahoo acheter les droits de la Ligue nationale de hockey aux États-Unis. On sait que Facebook est en négociation pour racheter les droits de la NFL, le sport majeur, le sport du américain. Super Bowl aux États-Unis. Amazon, là, non seulement qui s'engouffre dans cette tendance du live, mais avec un modèle économique un peu différent et qui est directement fondé sur la monétisation par la transaction. Et alors, ce qui est de remarquable avec Amazon, c'est qu'ils couvrent toute la chaîne. En fait, ce sont aussi certaines de leurs marques qui sont présentées, qui sont diffusées et bien sûr qui sont livrées grâce aux boutiques Amazon. Là, C'est une chaîne de bout en bout. totalement intégrée, c'est l'intégration verticale jusqu'au bout. Et ça prouve encore une fois, s'il en était besoin, l'importance de l'image, de la vidéo qui s'impose de plus en plus. Comment se positionnent vos clients par rapport à ça ? Il y a un enjeu sur la vidéo ?
très clairement, tout le monde se soit le besoin d'illustrer de façon claire, visible, précise, etc., ce qu'offre la vidéo. Et il y a ce besoin d'accompagnement, mais réfléchir pour y mettre quoi comme contenu. C'est en effet la bonne question. Amazon, donc en tout cas, qui étend de plus en plus ses tentacules. Voilà donc pour Rewind, on passe à Pixel. Pixel, donc le portrait en ombre chinoise de notre invité, ombre numérique plutôt. Philippe, vous nous présentez David. Qu'est-ce que vous avez glané sur Internet ? Première chose, ce qui le caractérise, c'est d'être président du groupe OnePoint. OnePoint, c'est une SS2I, donc 1800 salariés aujourd'hui. Alors stop, j'appuie sur le buzzer. SS2I. Et oui, on va corriger. Maintenant, ça s'appelle des ESN et il faut les nommer de manière précise. Entreprises de services numériques, SS2I étant un vieux terme un peu galvaudé qui représente un peu moins notre secteur. Mais voilà une précision qui mérite. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'informatique. Si, il y a encore de l'informatique, mais hein. Aujourd'hui, les entreprises, c'est très simple. Il y a 20% de croissance dans les métiers qui touchent le numérique. Quand les métiers plus traditionnels, nécessaires pour entretenir l'existant des entreprises, fait entre 0 et 2% de croissance. Donc on est beaucoup plus représentatif sur tout ce qui est social, médias, sécurité, cloud et digital. Numérique au sens large, je me fais ainsi faire ESN, hein, on dit ESN. Voilà, donc la correction étant apportée, donc cette ex-SS2I, donc compte aujourd'hui 1800 salariés qui sont répartis dans une dizaine de pays dans le monde, en Europe, en Chine, aux États-Unis également. Elle a été fondée donc par David il y a 13 ans, à 22 ans. Elle compte aujourd'hui 1800 salariés, je l'ai dit, et donc 2300 d'ici 18 mois. Trois choses remarquables et un peu inhabituelles. D'abord, à l'été 2015, une grosse opération de croissance externe, le rachat du groupe Vision IT. Et la sortie de la bourse, là où on a tendance à célébrer les licornes, la course vers les marchés, donc OnePoint a fait le chemin inverse. Et puis concernant plus particulièrement David, le fait qu'il est membre de la Young Presidents Organization, YPO, sorte de confraternelle des jeunes patrons, peut-être il aura envie d'en dire un mot. Et puis un peu plus étonnant, quand on tape David Layani sur Internet, sur Google, on voit ce lien en bas de page, peut-être on va le voir à l'écran. On aurait dit en tout cas une association David Layani Poker. Et quand on clique du coup un petit peu amusé, on voit qu'il y a 10 ans, c'est le moment de cette photo. Et ça, c'est le moment d'une partie homérique, une paire d'as perdante en fin de tournoi à Barcelone. Le poker, donc c'était hier, on l'a compris. Peut-être vous pourrez nous dire en quoi le fait d'avoir été un bon joueur de poker aide aussi à piloter une entreprise. D'accord, merci pour la question. Ça réveille beaucoup de souvenirs. Je crois avoir eu l'occasion de le croiser. C'est une période très intéressante de ma vie qui a été assez courte et intense, qui a commandé beaucoup de stratégie, beaucoup de réflexion et beaucoup de discernement. Mais c'est fini, ça compte pas ? En 2007, si vous voulez, avec les enjeux de l'entreprise et du groupe que je voulais créer, parce que j'avais déjà les mêmes ambitions il y a 10 ans, c'était pas cumulable. Bon. Donc il a fallu faire des choix. Même entre copains. Il a fallu faire des choix. Et quand on arrive à un moment au niveau auquel je jouais, ça devient très difficile de continuer à changer. Il faut en retenir quand même que même avec une paire d'as servie d'emblée, faire tapis, ça peut être dangereux. Absolument. C'est pas forcément gagnant. C'est une bonne leçon. Alors, Benjamin, vous jouez au poker ? Non, je joue pas au poker, mais par contre, le fondateur du groupe de Carin, qui s'appelle Gilbert Gross, a été champion du monde de poker. Est-ce que vous l'avez croisé ? Parce qu'il était aussi... Patrick Borel était un disciple de... J'aurais dû savoir que c'était une émission sur le poker. Voilà. J'aurais sorti mes vieux livres et mes vieilles réflexions. Mais ça a été une période très intéressante de ma vie, qui a continué à servir le chef d'entreprise que je suis. Je renie rien de cette période, mais elle est loin. Bon, on l'a compris, l'entreprise est au cœur de votre vie. 22 ans, vous créez vous posez la première pierre de ce groupe, cet empire, 1800 personnes. Philippe l'a rappelé. Comment c'est né ? C'était quoi le déclic à 22 ans ? La convergence d'une énergie, d'une passion, de la volonté de faire grand, à l'heure où on oppose beaucoup les petits et les grands,
Et la conviction qu'on était dans un monde qui évoluait énormément à l'époque. Je crois que vous avez été commentateur sur les marchés financiers et vous vous rappellerez à quel point 2002 était une année chahutée. Et cette année de crise, avec l'émergence de nouvelles technologies et une jeunesse arrivant avec plein de convictions, était pour moi un signe très fort qu'il fallait y aller maintenant. Et à l'époque, il y avait déjà les débuts de la mobilité. Ouais. Il y avait les prémices du cloud, de la mutualisation des services. Et j'étais persuadé qu'il fallait comprendre les métiers de ses clients, qu'il fallait comprendre les technologies et qu'il fallait avoir une force d'exécution très professionnelle et très industrialisée. Et ça a été ma conviction profonde. Après, on fait avec les moyens qu'on a. Et moi, j'en avais pas. Donc, il fallait démarrer petit, se battre chaque jour pour créer des moyens et les réinvestir. Alors justement sur votre blog, parce que vous dites énormément de choses sur votre blog, il y a une des phrases que j'ai retenues, c'est être entrepreneur, c'est s'endormir avec une idée et se réveiller avec 2 idées. Et par rapport à ça, on sait qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est d'avoir des idées ou de les mettre en œuvre et de savoir bien les exécuter? Les deux. Mais l'exécution doit être impeccable. On doit être bon dans la conception, impeccable dans l'exécution. Si je prenais un chiffre, la France est 5e en matière de recherche, 21e en matière d'innovation. Cela veut bien dire qu'il y a la déperdition. Et qu'il y a un besoin de se donner les moyens, surtout, de transformer les bonnes idées et d'être capable de les exécuter. Tout ça éco-substantiel, à la prise de risque, à l'état d'esprit. Donc c'est un sujet global et très important. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a les bonnes idées. Prenons des exemples comme Blablacar. Souvent, les idées naissent de l'inconscient collectif. On a tous eu des bonnes idées. Mais la capacité à les prendre en main, à les prendre en charge, à les exécuter en fédérant des équipes solides autour de soi, c'est quelque chose d'indispensable. Alors, sur ce sujet d'exécution, il y a la loi El Khomri qui est en plein débat aujourd'hui. Toujours sur votre blog, d'ailleurs, on voit un certain nombre de réflexions autour du rapport au travail, du rapport au lieu de travail. Il y a ce titre, lieu de travail ou lien de travail. Donc aujourd'hui, est-ce que ce sont vraiment les rigidités du système qui sont une des sources principales de ces difficultés d'exécution et de développement? Et dans quelle direction? D'abord, je vous remercie de vous être autant documenté. La loi El Khomri, c'est un sujet passionnant du moment. Il révèle beaucoup de choses de notre société. Mais mon impression première, quand j'ai vu la loi, parce qu'il faut sortir d'un code du travail qui date du début du siècle dernier, qui répond à une ère industrielle patriarcale où on avait des gens à l'usine qui travaillaient à 40 degrés dans des fonderies à Châteauroux, ce qui doit encore exister, il faut le traiter. Mais à l'heure de la 4e révolution industrielle, on traite et on répare un sujet d'hier. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le sujet de demain. Il y a un besoin de flexibilité, de souplesse, de prévisibilité pour l'entreprise et certainement de sécurité pour les salariés. Mais prenons l'exemple du plafonnement des intérêts prud'homaux, si on veut prendre une minute sur le sujet. Puisque aujourd'hui, c'est le grand point de discorde. Ça a été mis à la poubelle même aujourd'hui. Il semblerait, ce qui est pour moi parfaitement dommage, parce qu'il répond autant à un besoin du salarié qu'à un besoin de l'entreprise. C'est comme dans un sujet qui traverse notre société et la famille. C'est comme si on imaginait une seule seconde que pour faire plus de mariages, il faudrait durcir le divorce. Et le plafonnement, c'est quoi? C'est éviter de rester dans des situations conflictuelles trop longtemps. Parce que sinon, il y a un risque dans le bilan d'une entreprise et quelqu'un qui ne se reconstruit jamais parce qu'il ne sort pas de sa procédure en pensant qu'il va gagner le loto. Voilà, une transition donc avec la prochaine partie, la prochaine séquence chit-chat. On va parler d'agilité. Alors, l'agilité, c'est un mot-clé dans vos industries, c'est une méthode de développement même. C'est pour ça qu'on a appelé cette émission Agilité. Et ça fait une transition avec ce que vous disiez sur la loi El Khomri. Il faut de plus en plus de flexibilité, d'agilité dans les relations patron-employeur, mais vis-à-vis aussi de ses clients, j'imagine. Oui, moi je voulais revenir justement sur votre métier. Vous êtes dans la transformation numérique et forcément vous faites face à une concurrence extrêmement féroce de toutes parts. Et j'avais une question par rapport finalement à cette capacité de conseiller et de faire en même temps. Est-ce qu'aujourd'hui pour vous c'est absolument nécessaire dans cette industrie finalement du numérique et comment des acteurs qui viennent que du conseil, dont on ne citera pas les marques, peuvent continuer finalement à être performants, être pertinents dans leur rôle de conseil s'ils ne font pas dans un monde qui va très vite? Moi, je pense qu'à part sur de la stratégie de très haut niveau pour comprendre les tendances à 10 ans, il faut absolument se donner une capacité d'exécution. Quand on était dans des relations parfaitement établies,
et dans des zones de confort, toute industrie confondue. Qu'on n'avait pas peur, comme aujourd'hui, de la désintermédiation ou de l'ubérisation de la société, comme certains pouvaient le dire. Le sujet était dans le process, dans la sécurité, dans l'indépendance des partis, parce que celui qui dit ce qu'il faut faire ne pourrait pas faire ce qu'il dit, parce que sinon il va être jugé parti. À l'heure où le besoin, c'est la rapidité pour survivre, on n'a pas ce genre de questions à se poser. Et celui qui dit ce qu'il faut faire, il doit être capable de le faire, et très vite. Et comme il l'a dit, sans qu'on puisse dire parce que c'est mal pensé ou parce que celui qui a fait, il n'a pas compris ce qu'on avait pensé. Est-ce que ça ramène pas quand même à repenser les relations avec vos clients, avec peut-être des contrats qui sont plus à étage, qui sont par étapes, qui intègrent effectivement cette nécessité d'adaptation, d'agilité Mais de toute façon, aujourd'hui, le fonctionnement est par itération. On ne veut plus d'effets tunnels, on ne veut plus lancer de grands projets à 5 ans sans savoir où ça en est, et puis quand on arrive au bout des 5 ans, la conversation a changé. On veut des choses très concrètes et très rapides, et on veut fonctionner par étapes. Et comment ça fonctionne Donc, concrètement? oui, les alors contrats doivent être visités, mais on est à l'heure, ce serait presque pareil pour le contrat de travail, lié à la génération qui arrive, au numérique. On est à l'heure du presque plus de contrats. Et ça sert à quoi d'ailleurs de garder des grands cabinets de stratégie qui sont capables de se projeter à 10 ans? Est-ce qu'il y a encore un sens à se projeter à 10 ans, indépendamment des intuitions d'un chef Oui, d'entreprise? parce que l'heure du plan quinquennal, je dirais, révolue, Décennal, ou décennale. Moi, je pense qu'on a encore besoin de gens qui intellectualisent, qui pensent, etc. Moi, je ne suis pas pour opposer tous les pans de la société. Oui, il faut des doueurs, il faut des gens qui soient capables de faire, de penser vite, etc. et de réaliser. Mais on doit être aussi capable, moi, je pense, de se projeter quand même à long terme. Même si les choses changent, on doit être capable de tirer des tendances. Après, ce qui sera très fort, et c'est ça l'agilité, c'est la capacité d'adaptation permanente. C'est de se fixer des grandes trajectoires, mais d'être capable de s'adapter en permanence. Et c'est ce qu'on voit sur les théâtres d'opération dans l'armée. Je me suis beaucoup inspiré de l'armée pour y réfléchir. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une pleine guerre économique. Vos clients, ils le comprennent, cette agilité, parce que c'est vrai que c'était rassurant. Avant, on avait son budget, on avait son plan quinquennal, décennal, triennal, ce que vous voulez, et puis on déroulait. Maintenant, on est en permanence obligé d'aller revoir son boss en disant finalement il me faut une rallonge et autres parce que l'agilité m'a fait faire des erreurs. Vous savez, très souvent, le changement, ce n'est pas une volonté, c'est une nécessité. Donc quand des entreprises se retrouvent en difficulté, elles sont obligées de sortir de leur zone de confort. Et elle Regardez ce qui s'est passé dans le monde des télécoms, par exemple. Mais on pourrait citer tellement d'industries. Pensez qu'ils ont eu le temps de trop réfléchir. Ils se sont adaptés, ils sont devenus très agiles très vite. Elles viennent vous voir quand il y a un problème, c'est-à-dire après coup, qu'il faut résoudre le problème, ou est-ce qu'elles anticipent de plus en plus? Non, je pense que toutes les entreprises, même celles qui étaient dans des zones parfaitement établies, ont toujours réfléchi, essayé d'anticiper. Sauf qu'elles n'ont jamais pu réussir à poser le changement dans une entreprise quand il n'y avait pas nécessité. Par définition, vous êtes un bon observateur justement de ce niveau de transformation des entreprises, puisque vous êtes aux côtés de vos clients. Dans les grands secteurs de l'économie française, est-ce qu'il y en a qui aujourd'hui sont particulièrement en avance? On ne vous demandera pas de parler de ceux qui sont en retard, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des secteurs exemplaires en termes de maturité et de performance? Vous savez, nombreux sont nos clients. Et sans dévoiler quoi que ce soit, il y a un secteur qui est intéressant. C'est le secteur public. Avec une direction chargée de moderniser l'État, qui est rattachée maintenant directement au Premier ministre, qui est dans ses volontés de changement et qui se repense complètement au service du citoyen. Et souvent, on critique l'administration, sa lourdeur. Moi, pour l'avoir de près et accompagner un certain nombre de projets, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de projets de transformation très intéressants dans le secteur public. Benjamin. Alors, tout à l'heure, je citais le top 100 des entreprises qui recrutent. Et donc, celles qui recrutent, évidemment, recrutent aussi des jeunes générations. On parle beaucoup de la génération Y, on parle beaucoup de la génération Z. Est-ce que dans vos métiers, cette génération, elle est plus compliquée à manager, elle impose des manières de faire qui sont différentes pour arriver finalement à ce qu'ils se révèlent et ils s'épanouissent dans vos univers? Ce que je peux dire, c'est que c'est un levier de transformation déterminant et que c'est extrêmement positif dans l'entreprise. On les prend pour des mercenaires qui aiment manger des hot dogs, des frites et jouer à des jeux vidéo uniquement. Et je peux vous dire qu'ils apportent énormément à l'entreprise, par de la fraîcheur, par de l'envie, et surtout par quelque chose qu'on leur connaît moins, c'est le sens de l'engagement. Et ils ont besoin de s'engager. Et on a besoin de trouver les nouveaux leviers de leur engagement.
On a parlé de vos clients, si on parlait de vous, comment est-ce que vous vivez la menace numérique? Est-ce que vous dites que vous aussi vous risquez la disruption? Moi, je le vis évidemment comme une opportunité. Mais ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas, nous, porter le message de la transformation uniquement avec des outils, des process, des technologies, sans penser au management. Et qu'on doit être les premiers à se transformer. C'est pour ça qu'on est les premiers dans notre dimension et à notre taille à avoir porté une nouvelle organisation complètement ouverte, déhiérarchisée, 3 niveaux hiérarchiques dans l'entreprise, des communautés où on est membre de plusieurs d'entre elles, et le leadership qui a remplacé le management. Mais c'est un vaste sujet. Non, c'est un beau sujet. Un mot sur les menaces de disruption précisément. Je faisais tout à l'heure, en tout cas mentalement, la liste des pays dans lesquels vous êtes. Et effectivement, il n'y a pas de pays à bas coût, type Inde, Madagascar, etc., dans lesquels on voit un certain nombre de SN localisés, des équipes de développement ou autres. C'est un parti pris, c'est une volonté. Est-ce que c'est une menace? Merci de me poser la question. J'ai fait le choix complètement inverse il y a 14 ans. À l'heure où toutes les entreprises partent en Inde, justement pour y trouver des salariés à des coûts moins élevés, moi j'ai fait le choix de la France. Et j'y ai investi considérablement parce que j'ai fait le choix de cette agilité, de cette innovation, de cette proximité. Et j'ai considéré que c'était un élément essentiel. Ça m'a donné raison dans certains cas. Il y a certainement une utilité sur d'énormes sujets avec moins de valeur ajoutée à aller à l'extérieur. En tout cas, ce n'était pas mon choix. J'ai proposé autre chose au marché et le marché a répondu présent et aujourd'hui, j'en suis pleinement satisfait. Benjamin. Alors moi, je voulais revenir justement sur les modes de management et sur le leadership. Il y a une grande théorie en ce moment qui parle de l'entreprise libérée, la manière dont finalement on va donner davantage de responsabilité et de liberté aux collaborateurs. Alors on sait que dans le modèle des SS2I, je sais que vous n'êtes plus une SS2I maintenant, dans le modèle des SS2I c'était très descendant, très hiérarchique. Ça veut dire comment aujourd'hui dans les ESN, comment ce management s'opère et comment le leadership s'illustre? On est dans une industrie qui porte la transformation et qui a un mode de management des plus archaïques qui existent. Prenez tous les cabinets de conseil, 7 niveaux hiérarchiques. Le seul idéal qu'on propose à un jeune qui rentre sur le marché, c'est de devenir partenaire peut-être dans 10 ans, en passant toutes les étapes. Et à l'avant-dernière étape, on en écrème 80%. Voilà le message aujourd'hui qu'on porte aux jeunes, sachant que tous ces jeunes, a priori, à 40 ans, ils auront fait 10 entreprises. Donc ce qui les intéresse, c'est plus de devenir un associé dans 10 ans, c'est de prendre du plaisir en travaillant, de pouvoir s'exprimer, d'avoir de l'autonomie, d'avoir de la liberté, de pouvoir proposer des idées. 80% des solutions à des problèmes posés dans l'entreprise sont dans la tête des salariés. Quand on va les chercher? Absolument. La condition, c'est de ne pas trop les éloigner du sommet et de ne pas être dans des systèmes hiérarchiques avec des instructions restrictives du haut vers le bas en demandant à ceux qui sont en bas uniquement d'exécuter. Donc être capable de leur demander de penser et leur laisser la possibilité de s'exprimer. David, on a rappelé que vous avez créé votre société à 22 ans. Est-ce que vous aviez déjà l'ambition et la vision de ce que ça allait devenir et de la suite maintenant? Ce serait présomptueux de parler de la suite dans un monde qui bouge. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il faut juste être mobile et être capable de s'adapter. Bien sûr, penser le changement avec ses convictions, mais être capable de changer tous les jours. Ce que je peux dire, par contre, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'était ma vision quand j'ai monté mon entreprise. Je n'ai porté que celle-là, avec l'ambition d'être grand et de réinvestir tous les moyens générés par l'entreprise pour être capable d'atteindre cet objectif. Bon ben voilà, pourquoi vous êtes l'invité des nouveaux décideurs, c'est parce que justement, ce sont des gens qui n'ont pas peur de la croissance. Philippe, une dernière question, puis on enchaîne. Une dernière question, un point de curiosité sur la bourse et les marchés qui sont supposés apporter le financement garanti de l'avenir et aussi refléter la valeur de l'entreprise. Je l'ai dit, vous êtes sorti de la bourse, vous avez fait le choix de retirer le groupe de la cote. Pourquoi? Est-ce que dans votre esprit ça vaut pour OnePoint compte tenu de sa situation particulière ou est-ce que c'est une défiance un peu plus générale vis-à-vis des marchés? Ce qui me caractérise en un, c'est que je n'ai pas d'idée arrêtée. La seule chose que je ne voulais pas, c'est que ce soit une position basée sur l'ego ou juste la visibilité. Donc, je n'étais pas un spécialiste des marchés financiers. Quand j'ai réuni mes conseils autour de la table, j'ai essayé de comprendre les raisons qui pouvaient motiver une société comme la mienne à être sur le marché. Je ne les ai pas trouvées suffisantes. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que cette entreprise était cotée à Bruxelles. Et j'inaugure ce soir nos nouveaux bureaux à Bruxelles.
parce que je veux que ce changement soit porté dans toutes les régions où nous sommes. Ce que j'ai expliqué aux Belges, puisque j'ai fait le mouvement inverse de ce qu'ont fait beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que j'ai rapatrié un centre de décision en France qui posait beaucoup d'avantages fiscaux, mais qui correspondait ni aux besoins de l'entreprise, ni à mes convictions. Et donc, quand j'ai rapatrié ce siège en France et que je suis sorti par la même occasion de la bourse, j'ai expliqué aux Belges que leur territoire valait beaucoup mieux qu'une simple exil fiscal. Voilà. Voilà pour Chit Chat, on passe à la dernière séquence, Forward. Forward, donc on regarde vers le futur. C'est pas exclu, j'imagine, qu'une entreprise comme la vôtre retourne en bourse à terme. Absolument rien n'est exclu s'il y a de bonnes raisons. C'est déjà dans les tuyaux ? Non, ce qui est dans les tuyaux, c'est qu'il y a une volonté de doubler l'année prochaine parce que notre système de management, l'outil de gestion, la maturité de l'entreprise, l'adhésion, la croissance qu'on fait, m'inspire l'envie d'ouverture et d'accueillir. Parce que souvent on dit on a une culture forte, donc on va rester entre nous. Moi je pense qu'une culture forte, au contraire, ça s'exporte. Doubler en achetant et une donc boîte. il y a dans le secteur beaucoup d'entreprises qui nous intéressent, qui ne sont pas dans la même configuration que nous, puisque je détiens la quasi-totalité du capital de l'entreprise. En dehors de l'enjeu patrimonial, c'est surtout un outil de développement. Et je compte bien m'en servir pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Bon, alors la manière, pardon, c'était votre question. Ouais. Est-ce que ce sera avec des fonds ou est-ce que ce sera par marché en bourse? Toute la réflexion est ouverte. C'est le moment de faire le tour. Mais c'est là sur la table en ce moment, c'est ce qu'on a compris. On finit donc avec ce qu'il y a sur vos tablettes, messieurs. Philippe. Oui, une semaine qui va être chargée en innovation. D'abord, ce soir, il y a le keynote d'Apple. Et demain matin, par une coïncidence, il y a le Show Hello d'innovation. Est-ce que c'est une coïncidence ? Oui, je pense que ça l'est compte tenu des calendriers dans lesquels ça a été fixé. En tout cas, c'est l'occasion de mettre face à face ce que les opérateurs et ceux qui sont supposés les disrupter ont de mieux aujourd'hui en matière d'innovation. Puis l'autre point, c'est pour signaler que ce mercredi et ce jeudi se tient la 2e université numérique du MEDEF. Donc j'imagine que les sujets qu'on a évoqués là seront aussi au centre des débats. Oui, donc ce qui est sur votre tablette, c'est le Show Hello d'Orange. Show Hello d'Orange. Qui s'inspire d'ailleurs un peu du keynote d'Apple, dans le style maintenant. Dans le fait d'avoir un patron sur scène, mais dans la manière dont c'est joué, entre guillemets, dont c'est mis en scène, je crois que Stéphane Richard n'a pas joué du tout, pas du tout tiré sur cette ligne, à la différence parfois d'une tentation chez Xavier Niel, et à mon avis, bien lui en a pris. On parle du MEDEF, là, et c'est des sujets que vous suivez aussi, vous êtes proche d'organisations. Non, aujourd'hui on a parlé de YPO tout à l'heure, ce qui est très différent du MEDEF, puisque c'est un réseau mondial, une communauté de valeurs solidaire pour faire évoluer le monde, pour créer plus de richesses et en même temps moins d'inégalités, avec 23 000 chefs d'entreprise dans le monde répondant à un certain nombre de critères. Les organisations m'intéressent, tous les sujets m'intéressent, mais aujourd'hui j'aime ma parole libre et regarder ce qui se passe avec attention. Benjamin, qu'est-ce que vous avez noté, vous ? Alors on change totalement de sujet et moi je voulais revenir sur ce qui est dit être la loi du 8 mars 2016 qui vise à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Alors derrière cette loi-là, en fait, qui a fait couler beaucoup d'encre, eh bien, ce qui est amusant, c'est qu'elle rebondit sur une actualité récente et ce qui est amusant, c'est de voir tout l'enchaînement qui a produit l'un des articles, qui est l'article 7, qui est dit finalement l'article anti-Bolloré. Alors, tout commence avec le refus finalement de Canal+ de diffuser un sujet sur le crédit mutuel dans l'émission spéciale investigation. Alors, il faut savoir à ce moment-là qu'on est en plein OPA amical de Vivendi sur Canal+ et qu'effectivement le conseil de tout ça, c'est notamment une des filiales du crédit mutuel. Finalement, le reportage ne sera pas diffusé sur Canal+, sera revendu à France 3 qui, évidemment, le diffuse. Alors, tout ça laisse des traces. On imagine, on suspecte le spectre de Vincent Bolloré derrière. Et l'histoire continue avec Mediapart qui s'en empare. L'histoire continue et finit sur le bureau de Patrick Bloch, qui est président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, qui finalement va bâtir ce qu'on appelle l'article 7, qui dit qu'il y a une intime conviction professionnelle, ce qui veut dire que tout journaliste peut refuser toute pression. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est finalement une loi qui s'applique au privé, mais qui n'aurait jamais pu exister dans le milieu public, puisque finalement, il y a déjà des comités d'éthique qui protègent de ce type de choses. Donc c'est pas la loi El Khomri, là c'est la loi anti-Bolloré, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Celle-ci, c'est intéressant aussi parce que ça illustre très bien l'effet Streisand, c'est-à-dire quand on ne veut pas qu'on parle de quelque chose, en général, on provoque plus de dégâts et plus d'attention que quand on laisse faire. Peut-être aurait-il mieux fait de rien faire, voilà, de ne rien faire. Mais de la même occasion, ça illustre quand même une vision un peu
retardataire du paysage des médias de la part des politiques, des parlementaires en l'occurrence, qui ont encore l'impression que 3 chaînes de télé et quelques journaux tiennent l'opinion, alors qu'aujourd'hui les médias se sont multipliés, les réseaux se sont multipliés, et comme vous le disiez, quand de toute façon aujourd'hui on veut taire une information, c'est juste devenu impossible. On est sûr qu'elle sort. On est encore entre les anciens et les nouveaux décideurs. David, quel regard vous portez sur ces guerres médiatiques, hein? Écoutez, moi, j'aime pas la guerre. Vous avez des clients dans les médias? On en a quelques-uns, Ouais. qui sont assez moteurs d'ailleurs dans l'économie numérique et qui sont eux-mêmes chahutés, comme le disait Philippe, avec tous ces médias naissants qui prennent une grande part de l'information. Il y a un vrai sujet, moi, qui m'intéresse, c'est la qualité de l'information. Bon, en tout cas, merci de nous avoir rendu visite. Merci, messieurs. Et puis, merci à vous tous de votre fidélité à cette émission Les Nouveaux Décideurs. On se retrouve dans un mois avec, Philippe, une affiche, on peut dire ça, de cinéma. Oui, avec Pierre Lescure et Jean-David Blanc. Pierre Lescure, c'est l'ancien patron de Canal. Jean-David Blanc, c'est le fondateur d'Allociné. Et tous les deux associés aujourd'hui pour développer Molotov TV. Voilà, la révolution continue. Merci à tous, à bientôt.